Dans la grande salle des Nations Unies, le protocole paraît immuable, mais quelque chose se fêle. Un silence dense remplace les formules attendues. Sur le pupitre, un dossier mince réclame une lecture écrite ailleurs, aveu prêt à l'emploi, tandis que les caméras s'aiguisent et que les traducteurs suspendent leur souffle. Et vous, spectateurs de loin comme de près, que signifie, pour le continent et pour lui, qu'Ibrahim Traoré ferme calmement le feuillet au lieu d'en réciter la prose? Car dans cette suspension naît une alternative tranchante. Chute d'un jeune chef d'État, ou naissance d'un symbole assez vif pour déplacer l'axe d'une histoire. Ce soir-là, dans la 80e session de l'ONU, un détail a transformé une séance ordinaire en moment d'histoire. Le Burkina Faso, souvent décrit comme enclavé et fragile, s'y présentait sous un jour inattendu, celui d'une nation décidée à parler d'égal à égal. L'enjeu dépassait un discours. Il s'agissait de mesurer jusqu'où l'Afrique peut aller lorsqu'elle reprend la maîtrise de son récit. Derrière les caméras, les diplomates attendaient une concession, une phrase de soumission qui solderait des décennies de dépendance. Mais l'acte d'Ibrahim Traoré, simple et mesuré, promettait l'inverse. Il annonçait une rupture calculée, non pas une explosion. Ce qui devait être une confession s'est transformé en promesse, celle de reposer une question centrale, chiffrable et politique à la fois. Combien de pays africains peuvent encore se dire souverains quand la moitié de leurs réserves de change dort à Paris? C'est cette équation, froide mais vérifiable, que le jeune président a décidé de mettre sur la table. Dès les premières 6 minutes, la mise en scène s'est renversée. 2 chiffres ont suffi à briser l'équilibre de la salle. 500 milliards de dollars et 90 milliards de dollars de remboursement. Ces montants, extraits du système monétaire africain, liés au trésor français, ont donné corps à la thèse qu'Ibrahim Traoré avançait. La dépendance financière n'est pas un accident, mais un mécanisme. La révélation ne reposait pas sur la colère, mais sur la donnée. Chaque phrase suivait une logique de causalité. L'histoire de la dette menait à celle des traités à la dépossession économique, et celle-ci à la fragilité sécuritaire. Ce n'était pas une tirade idéologique, c'était un audit en direct. Autour du pupitre, les caméras restaient fixées sur un visage calme, celui d'un ancien officier devenu chef d'État. Ibrahim Traoré citait les noms de Sankara et Lumumba, non pour la nostalgie, mais pour établir une continuité mesurable. 40 années de déséquilibre, de chiffres répétés dans les bilans annuels des institutions financières. Le contexte qu'il déroulait ressemblait à un tableau comptable, flux de capitaux sortants, dépendance énergétique, contrats de sécurité. Mais derrière ces indicateurs se profilait un enjeu politique majeur, le droit d'écrire sa propre équation du développement. Ce soir-là, le Burkina Faso cessait d'être un symbole de pauvreté pour devenir un cas-test de souveraineté économique. Pour comprendre ce moment, il faut revenir à la trajectoire d'Ibrahim Traoré avant les projecteurs. Né loin des capitales, formé comme officier, il a traversé les années d'instabilité où chaque village du Sahel devenait une frontière mouvante. Sur le terrain, il observait ce que les chiffres masquent. Des soldats sous-équipés, des écoles vides, des champs abandonnés par lassitude. Son ascension n'a donc rien d'un hasard, mais le résultat d'un vide de gouvernance où un jeune capitaine a trouvé par nécessité le langage de l'autorité. Le 20 octobre, à New York, ce parcours se condensait en un geste, refuser de lire un texte préparé ailleurs. Pour ses partisans, ce refus incarnait la dignité. Pour ses détracteurs, l'imprudence. Mais dans les deux cas, il modifiait la perception du Burkina Faso. Les premières réactions diplomatiques, mesurées à la minute sur les réseaux, montraient déjà un basculement. La simple image d'un président se tenant droit suffisait à redessiner la carte morale du continent. Dans les rédactions, les analystes notaient une anomalie rare. Un discours africain centré sur la dette, non sur la guerre. Et la question implicite planait comme un fil tendu. Si un seul chef d'État ose contester le modèle, combien d'autres suivront ? Cette interrogation, simple mais stratégique, allait hanter tout le reste de la soirée. À 18h42, heure de New York, Ibrahim Traoré entre dans l'hémicycle, sans escorte visible, dans un uniforme simple, dépourvu de décoration. Sur le pupitre, un dossier de 12 pages, reproduit à l'identique pour les archives de l'ONU. Le texte, rédigé à Paris et validé à Washington, exige une reconnaissance de culpabilité
pour déstabilisation régionale. Pendant 60 secondes, il reste immobile. Les délégués chuchotent, les caméras effectuent un zoom lent, puis il referme le dossier calmement et pose la main sur la couverture. Ce geste minuscule, sans un mot, annule un protocole vieux de 60 ans. Les premiers murmures s'élèvent, un président vient d'effacer, en silence, le script que l'on attendait de lui. Lorsqu'il commence à parler, sa voix est basse mais ferme. Il énumère, comme un procureur, les 10 crimes qu'il attribue à l'Occident. La traite, la monnaie, la dette, les bases militaires. Chaque phrase contient un nombre. 12 millions d'esclaves, 500 milliards gelés, 685 milliards de dettes, 29 bases américaines. Les traducteurs hésitent, les délégués prennent des notes, le rythme s'accélère. Le discours n'est plus un plaidoyer, mais un inventaire, un audit moral du système postcolonial. À 18h57, la salle atteint le point de rupture. Une partie des délégations européennes quitte discrètement la salle. D'autres, africaines, se redressent, bras croisés. Dans le flux en direct, le compteur d'audience explose. Plus de 12 millions de vues cumulées sur les plateformes de diffusion simultanée. Le contraste est saisissant. Là où l'on attendait un mea culpa, naît un acte d'accusation. Quand il termine la 10e charge, il ne réclame ni pardon ni réparation. Il exige justice. Le mot déclenche un écho inattendu. Sur les réseaux, le hashtag Pomwani Traoré Speaks surgit, relayé par les diasporas de Lagos à Paris. En 20 minutes, le message franchit les frontières plus vite qu'aucune résolution onusienne. Et derrière l'écran, les analystes financiers comprennent, un récit vient de changer d'échelle d'un pays à un continent. Ce soir-là, l'événement, conçu pour humilier, se retourne sur lui-même. Il devient matrice d'une autre narration africaine. Et pour Ibrahim Traoré, l'histoire vient de commencer, les chiffres forment un squelette rigoureux. Depuis 1961, 14 pays africains déposent 50% de leurs réserves de change à la Banque de France. Selon les données officielles, ce mécanisme a maintenu en Europe l'équivalent de 500 milliards de dollars cumulés. Le baseline est clair, des économies africaines privent leur budget d'investissement d'un demi-millier de milliards, tandis que la croissance moyenne stagne à 3,2%. Le delta, lui, se mesure dans les infrastructures manquantes, routes, écoles, hôpitaux, que ces fonds auraient pu financer. En 2024, le continent affiche 685 milliards de dollars de dette, dont 90 milliards à rembourser sur l'année courante. Pour chaque dollar remboursé, seuls 30 cents reviennent sous forme d'aide ou de réinvestissement. L'arithmétique est implacable. Sur 10 ans, l'Afrique reverse plus qu'elle ne reçoit. Ce n'est pas une métaphore politique, mais une proportion vérifiable, issue des bilans du FMI et de la Banque mondiale. Les exportations de cacao, café et coton restent structurées autour de multinationales étrangères. Dans le seul cas du Ghana, la libéralisation forcée du secteur a réduit de 40% le revenu des producteurs en 20 ans, tandis que les marges des sociétés de négoce ont doublé. Le modèle est reproductible dans le secteur minier du Burkina Faso. 70% des profits déclarés quittent le pays avant toute redistribution. Ces chiffres, que cite Ibrahim Traoré sans emphase, fonctionnent comme une radiographie. Ils révèlent un écart constant entre souveraineté proclamée et dépendance mesurable. À l'intérieur du pays, la conséquence est visible, 42% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, alors même que les recettes minières ont triplé depuis 2015. Les données ne mentent pas, et c'est précisément ce qui rend le propos redoutable. En ramenant la dignité à une équation comptable, il retire au débat tout échappatoire rhétorique. Face à cette démonstration, les observateurs occidentaux se divisent. Certains y voient une mise en scène populiste, d'autres un exposé technique inattaquable. Mais une chose devient certaine, le débat sur la dette africaine ne peut plus être considéré comme périphérique. Il est désormais chiffré, daté, documenté, et donc politiquement central. Les chancelleries européennes affirme que le franc CFA garantit la stabilité monétaire et protège les pays africains de l'inflation. Elle rappelle que la zone franc a connu une moyenne de 2,5% d'inflation annuelle, bien inférieure à celle de plusieurs États anglophones. Sur le papier, l'argument semble solide. La stabilité aurait un prix, celui d'une dépendance assumée. Mais l'équipe d'Ibrahim Traoré répond sur le même terrain, la stabilité sans croissance n'est qu'un immobilisme mesuré.
Les données de la Banque africaine de développement indiquent qu'entre 2010 et 2020, la productivité par habitant a progressé de 1,1% dans la zone CFA contre 3,2% dans le reste du continent. Le modèle, soutenu par Paris, fige les économies dans une position d'importateur net, incapable de transformer leurs matières premières. La monnaie, en réalité, agit comme une encre. Elle empêche la dérive, mais interdit l'élan. La dette serait le prix du développement, soutiennent les bailleurs de fonds, car sans prêt massif, aucun État ne pourrait financer routes, écoles et hôpitaux. Pourtant, un audit publié en 2023 par la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique montre que près de 30% des emprunts servent uniquement à rembourser des dettes antérieures. La spirale est donc interne au système. Chaque versement nourrit le suivant, sans effet durable sur le terrain. Certains accusent le président burkinabé de politiser l'histoire coloniale pour masquer ses défis internes, mais l'analyse comparative réfute ce procès d'intention. Le pays a effectivement doublé son taux d'électrification rurale en 4 ans, preuve d'une politique d'investissement dirigée non déclarative. Le débat, désormais, n'oppose plus idéologie contre idéologie, mais chiffre contre chiffre. Et sur ce terrain, le récit de Traoré reste d'une cohérence rare. À mi-parcours, alors que les traducteurs reprennent souffle, Ibrahim Traoré glisse une phrase qui condense la rupture. « Nous ne demandons pas la pitié, nous exigeons la justice ». 8 mots, exactement, qui redéfinissent la scène. Le ton n'est plus celui d'une dénonciation, mais d'un transfert de responsabilité. L'Afrique cesse d'être accusée pour devenir témoin d'un système qui persiste à parler en son nom. Cette ligne, immédiatement reprise sur les réseaux, devient pivot. Elle transforme un discours national en symbole continental. Les rédactions de Nairobi, Dakar et Abidjan la citent en ouverture de leurs éditions spéciales. La vidéo franchit les 10 millions de vues, non pour son pathos, mais pour sa clarté. Le mi-temps du récit s'achève sur un paradoxe. Plus le ton se calme, plus l'impact s'amplifie. À ce moment précis, l'affaire cesse d'être diplomatique pour devenir historique. Dans les capitales africaines, les ministères des Affaires étrangères ont dû réagir à une avalanche de questions. Que signifie la justice monétaire évoquée par Ibrahim Traoré? À Ouagadougou, le gouvernement a convoqué une session d'urgence pour évaluer les retombées diplomatiques et économiques. Une première conséquence se dessine. Un pic d'adhésion intérieure. Les sondages informels publiés dès le lendemain montrent une progression de 30% dans la cote de confiance du président. Au sein de la CEDEAO, les positions se fragmentent. Le Mali et le Niger expriment leur soutien, voyant dans le discours un prolongement de leur propre rupture avec les puissances étrangères. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, plus prudents, rappellent la nécessité de dialogue monétaire. La polarisation n'est plus nord-sud, mais intra-africaine, entre ceux qui veulent rompre et ceux qui préfèrent renégocier. Dans les universités de Johannesburg, de Paris et de Washington, le discours devient matière à séminaire. Des collectifs étudiants traduisent enfin les passages clés et les projettent sur les murs des campus. Les associations panafricaines reprennent la formule « Nous exigeons la justice » comme slogan de campagne numérique. En moins de 48 heures, plus de 60 000 publications mentionnent Dvonar Traoré Speaks dans 5 langues africaines majeures. Les agences de notation réagissent. Moody's évoque un risque d'instabilité monétaire symbolique, tandis que Bloomberg observe un afflux de recherches sur le franc CFA. Pour la première fois, la devise africaine devient un sujet de débat public global. Les analystes notent une hausse de 2,1% du volume d'échanges sur les forums financiers en ligne liés à la zone franc. À Bruxelles et à Paris, le ton se durcit. Un porte-parole européen évoque un discours incompatible avec l'esprit de coopération. Mais à New York, des ONG demandent l'ouverture d'un audit indépendant sur la gestion des réserves africaines. Le choc produit des effets paradoxaux. Sanctions rhétoriques d'un côté, légitimation morale de l'autre. En 3 jours, un discours de 10 minutes a redéfini le rapport de force symbolique. Là où l'on attendait une crise d'image, c'est une dynamique collective qui s'installe. Et au centre de ce nouvel équilibre, un nom continue de résonner. Ibrahim Traoré. Dans le premier scénario,
le Burkina Faso consolide sa position symbolique sans bouleverser ses alliances. La rhétorique de souveraineté reste nationale, tandis que les partenaires occidentaux privilégient la temporisation. Les échanges commerciaux se maintiennent, mais la diplomatie devient plus transactionnelle. Chaque projet d'aide est désormais conditionné à un examen de réciprocité. Ce scénario suppose un équilibre délicat, celui d'un pays qui parle fort sans se couper de ses circuits vitaux. Dans un scénario plus audacieux, l'effet de contagion s'étend. D'autres nations africaines, inspirées par la démarche d'Ibrahim Traoré, réclament une révision du système de dépôt de réserve. Une conférence monétaire continentale se tient à Addis Abeba, ouvrant la voie à une monnaie commune de règlement intra-africain, les indicateurs montrant alors une réallocation de 5 à 7% des capitaux vers des banques régionales. Dans cette hypothèse, le discours de l'ONU deviendrait non plus un symbole, mais un déclencheur institutionnel. Dans une perspective plus sombre, les puissances visées réagissent par la pression financière. Gel partiel d'aide, durcissement des conditions d'emprunt. Le franc CFA se fragilise, provoquant une inflation importée qui pèse sur les ménages. L'opposition intérieure accuse le président d'avoir isolé le pays. Cependant, même dans ce scénario, la dynamique culturelle reste vive. La notion de dignité économique s'ancre dans les mentalités et devient irréversible. Dans tous les cas, la variable décisive ne sera pas la vitesse de rupture, mais la capacité d'endurance. Et c'est là que se joue une dynamique essentielle. Si la justice économique est un marathon, elle exige de transformer le geste d'un soir en stratégie de long terme, mesurable, révisable et collective. Au-delà des cercles diplomatiques, la portée du discours s'est ancrée dans la société civile. Les premières analyses d'audience confirment un phénomène rare. Une attention moyenne de plus de 10 minutes par spectateur, un record pour une allocution onusienne. Les segments les plus engagés se situent entre 18 et 35 ans, principalement au sein des diasporas africaines. Pour eux, le geste d'Ibrahim Traoré symbolise la fin d'une résignation héritée. Dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, des projections publiques improvisées ont rassemblé des centaines de jeunes. Les commentaires enregistrés par la presse locale révèlent une même phrase, répétée presque mot pour mot, « On peut parler à hauteur d'homme ». Ce n'est pas l'éloquence qui captive, mais la cohérence entre le mot et l'acte. En France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, la communauté africaine réinterprète le discours comme un manifeste générationnel. Des collectifs artistiques, des associations étudiantes et des entrepreneurs sociaux s'en emparent pour repenser la notion de coopération. Des podcasts analysent le discours phrase par phrase, cherchant à extraire la méthode Traoré, précision des chiffres, sobriété du ton, densité du symbole. Dans cette résonance, une bascule culturelle s'opère. Le président du Burkina Faso cesse d'être un simple chef d'État pour devenir un personnage d'étude, un cas d'école sur la parole stratégique. Et le public, loin d'un simple soutien émotionnel, transforme l'écoute en participation. La dignité devient action mesurable à l'échelle individuelle comme collective. Dans les semaines suivant le discours, le gouvernement burkinabé a publié un plan en 5 étapes, destiné à traduire la parole en politique mesurable. Ibrahim Traoré, conscient de l'attention mondiale, a exigé que chaque engagement soit suivi d'un indicateur de résultat. Un comité interministériel a été chargé d'évaluer la part des réserves réellement immobilisées à l'étranger et d'examiner les voies de rapatriement progressif. Des discussions bilatérales avec le Mali et le Niger visent à créer un fonds commun d'investissement dans les infrastructures régionales. Les premières contributions annoncées s'élèvent à 45 millions de dollars. Un programme de bourse pour la jeunesse rurale a été lancé, financé en partie par la réduction des dépenses de représentation. L'indicateur clé, 12 000 bénéficiaires, la première année. La présidence met en place une cellule dédiée à la transparence des données publiques afin de diffuser les statistiques économiques en accès libre. Chaque nouvel accord international sera accompagné d'un rapport d'impact à 12 mois publié dans la presse nationale. Ces mesures, modestes mais concrètes, traduisent une logique. La souveraineté n'est plus un slogan, mais une procédure. Et à chaque conférence de presse, Ibrahim Traoré répète la même ligne. Nous ne sommes pas contre le monde, nous voulons juste exister à part égale.
La feuille de route devient ainsi un laboratoire de la cohérence politique. La nuit est tombée sur New York lorsque les lumières du siège de l'ONU se sont éteintes, mais l'écho du discours continuait de vibrer, les caméras rangées, les micros coupés, il ne restait qu'une image, celle d'Ibrahim Traoré refermant calmement le dossier sur le pupitre, geste devenu motif visuel d'une époque. Dans les rédactions, on a parlé de instant Sankara, de bonheur silencieux, de rupture sans fracas. Pour beaucoup, ce moment marque la réconciliation entre le courage et la méthode, entre le symbole et la preuve. Le récit, désormais, dépasse le cadre du Burkina Faso. Il s'étend dans les discussions, les cours, les rues, sous forme d'une leçon. La dignité ne se proclame pas, elle se démontre. Et l'homme qui quelques heures plus tôt semblait isolé derrière un pupitre de marbre, incarne soudain une génération entière. Sa phrase d'ouverture devient une devise continentale. Nous ne demandons pas la pitié, nous exigeons la justice. C'est dans ces 8 mots que réside la conclusion, calme, ferme, irrévocable. Alors que les débats se dissipent, une question demeure suspendue. Que fera chacun de cette parole devenue repère ? Le discours d'Ibrahim Traoré ne demande pas d'adhésion émotionnelle, mais une réponse civique. Car la souveraineté qu'il invoque n'est pas un concept abstrait. Elle s'exprime dans la façon dont chaque nation, chaque citoyen choisit de mesurer sa propre dignité. Dans les mois à venir, ce récit servira d'étalon. Les gouvernements y liront un avertissement. Les peuples, une invitation. L'histoire retiendra moins les chiffres que la cohérence entre le mot et l'acte. Et peut-être, au-delà du Burkina Faso, naîtra une nouvelle grammaire politique, celle d'un continent qui ne quémande plus, mais qui énonce. À vous, lecteurs, analystes ou témoins, il reste une option. Laissez cette séquence se dissoudre en émotion ou en faire un repère durable. Parce que comme l'a dit Ibrahim Traoré, la liberté ne se reçoit pas, elle se prouve.